15 jours pour sauver le pacte d'excellence. 15 jours. 15 jours, c'est court. Aussi, le politique ne souhaite pas que les syndicats organisent une nouvelle consultation sur le texte qui sera remanié. Tout le monde est prié de se taire dans toutes les langues. Aussi, nous, à la Ligue des droits de l'enfant, eh bien, on va l'ouvrir. 2 ans qu'on en parle. 2 ans durant lesquels on a beaucoup fantasmé sur le pacte d'excellence. Les acteurs viennent de consulter leur base. Les pouvoirs organisateurs ont dit oui, mais à condition qu'on ne touche à rien. Les syndicats ont dit non, sauf si on respecte les enseignants. Et puis les parents ont dit, oui mais attendez les gars, ce pacte ça nous intéresse, on a des enfants en souffrance, il faut changer l'école. Très peu de citoyens ont compris quelque chose à ce pacte. Alors on s'est dit qu'on allait vous l'expliquer. Mais vous l'expliquer avec notre manière à nous de voir les choses et de voir une école qui serait une école pour les droits de l'enfant. C'est la société civile qui, en 2014, a appelé les partis politiques à refonder l'école. Alors c'était à l'initiative de la plateforme de lutte contre l'échec scolaire que l'appel était lancé. Il partait d'un constat. D'abord que les inégalités sont importantes dans nos écoles. Elles dépendent essentiellement du milieu social. Les enfants des riches réussissent facilement, tandis que les enfants des milieux modestes sont mis en échec et orientés vers des métiers manuels. Le quasi-marché scolaire permet aux écoles de se faire de la concurrence pour attirer les clients les plus riches, ce qui amplifie les inégalités sociales qui se transforment en inégalités scolaires. En fait, les enfants de riches deviennent de bons élèves et les moins riches deviennent les moins bons élèves. C'est dans l'enseignement spécialisé et le premier degré différencié que l'on retrouve les élèves les plus pauvres. Cela démontre que l'on met d'abord en échec scolaire les élèves appartenant aux milieux les moins favorisés. Dans la suite des parcours scolaires, ce sont les élèves les moins favorisés qui sont orientés vers l'enseignement qualifiant. Beaucoup de jeunes formés à un métier ne sont donc pas ceux qui le veulent, mais ceux que le système a conduits là par défaut. Le taux de redoublement est dramatique dans notre communauté. Plus d'un élève sur 2 termine sa scolarité avec au moins une année de retard, et cela sans tenir compte des 20% qui décrochent avant la fin du secondaire. Enfin, l'école ne forme pas le citoyen comme elle est tenue de le faire. Les savoirs enseignés ne sont pas suffisamment mis en lien avec les enjeux de société. Ils n'outillent pas tous les élèves pour penser le monde dans lequel ils vivent. Rappelons que l'école est un droit de l'enfant. Une refondation de l'école ne peut avoir qu'un seul objectif, c'est la refonder de la cave au grenier. C'est cet objectif-là que nous avons demandé aux politiques de se fixer. Avant de voir les résultats du pacte, il est important de se pencher sur le casting, car du choix des acteurs dépendait évidemment la réussite, le semi-échec ou l'échec du plan de refondation. Ne rêvons pas. Tous les acteurs n'étaient pas là pour défendre les droits de l'enfant. Certains étaient là pour défendre leurs précarés ou leurs privilèges, d'autres pour construire une école vraiment pour tous, enfants et enseignants. Nous regrettons d'abord que tous les acteurs n'aient pas été réunis pour leurs compétences. Certains en avaient, d'autres pas, nous le verrons. Ni pour leur adhésion à une école qui accueille tous les enfants. Alors, il y avait évidemment des scientifiques, des universitaires, des associations, fort heureusement d'ailleurs, l'administration, les pouvoirs organisateurs, les syndicats, les fédérations d'associations de parents, des représentants de ministres, beaucoup de monde. Le groupe central était assisté, on va dire encadré, par des consultants ou experts qu'il rencontrait régulièrement. Ce que l'on a cherché à nous cacher pendant longtemps, mais qui est maintenant bien connu, c'est qu'il s'agit d'une multinationale de consultance, McKinsey, qui roule pour le monde économique. Leur objectif, c'est de mettre en place un système managérial qui sera le fer de lance de la marchandisation de l'école. Non pas de la construction d'une école citoyenne, avec toutes les valeurs qu'elle comporte, c'est l'intrusion du privé économique avec ses valeurs en termes de rentabilité, de performance et d'efficacité. Le gouvernement avait probablement quelque chose derrière la tête, car non seulement, en plus de McKinsey, on a le Conseil économique et social de la région de Bruxelles-Capitale avec l'Union des classes moyennes, avec l'Union des entreprises de Bruxelles, avec l'Union wallonne des entreprises, avec l'Office de coopération et développement économique et l'Union européenne. Et cerise sur le gâteau, la Fondation pour l'enseignement qui, elle, a eu la chance de se voir confier tout le groupe de travail sur le qualifiant. Le qualifiant, c'est le professionnel et le technique. Rappelons-le, cette Fondation pour l'enseignement a été créée par les 5 réseaux d'enseignement et les 2 organisations patronales de Bruxelles et de Wallonie dans le but de créer des ponts entre les mondes de l'école et de l'entreprise. Il ne manquait que le vocat, mais il n'est jamais trop tard. Si on veut vendre l'enseignement qualifiant, c'est-à-dire le technique et le professionnel aujourd'hui, les élèves et les enseignants qui y sont aux entreprises,
on s'y serait pas pris autrement. Vouloir adapter l'école à la demande économique et non la concevoir comme partie intégrante d'une instruction générale, citoyenne et émancipatrice n'est pas du tout compatible avec la Convention internationale des droits de l'enfant qui a d'autres visées éducatives. C'est parce qu'elle a voulu rassembler des acteurs qui voulaient une école pour tous, avec d'autres qui voulaient renforcer leur petit pouvoir, et enfin des acteurs économiques qui voulaient changer l'école à leur seul profit, que la ministre a appelé un pacte. Mais a oublié de dire une chose, c'est qu'il s'agissait d'un pacte avec le diable. La première erreur du pacte a été de ne pas faire de débat sur les finalités de l'école. Que veut-on former comme jeune? Pour quelle société? La première finalité de l'école aujourd'hui, c'est l'émancipation des individus. Nous devons former des citoyens, des jeunes capables de faire des choix autonomes, d'être créatifs, de vouloir construire une société plus démocratique et plus solitaire, et non pas servir le monde économique. Notre vision sera fondamentalement celle des droits de l'enfant, dont le monde politique et le monde économique se tamponnent royalement. Mais qu'on ne se méprenne pas. Pour nous, une école pour tous ne peut pas marcher sans enseignants compétents, responsabilisés, motivés et heureux de faire leur métier. Nous n'opposons pas droits de l'enfant et droits des travailleurs. Pour nous, à la Ligue des droits de l'enfant, pour qu'un système scolaire fonctionne, il faut qu'il se fixe une seule règle, devenir une école pour tous les enfants, quels qu'ils soient, pour tous les enseignants, pour tous les parents. Avant de voir ce qui doit être mis en place pour faire une école pour tous et ce qui a été fait, je dois rappeler un droit de l'enfant qui était trop oublié tout au long du pacte. C'est l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques, comme c'est le cas ici, ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Autrement dit, l'intérêt des PO, des directions d'école, des syndicats, des associations de parents, du gouvernement, des finances de la communauté française, des entreprises de Bruxelles et d'ailleurs, ne peut en aucune manière passer avant le droit des enfants d'avoir une école pour tous. Nous allons voir ce qu'il en a été. L'école pour nous doit d'abord être inclusive. Pour que l'école soit inclusive, il faut hétérogénéiser, c'est-à-dire mélanger toutes les compétences et toutes les difficultés d'apprentissage, mais aussi mélanger les différences physiques, intellectuelles, sociales, culturelles. Et le pacte a prévu une école inclusive aussi, je mets vert. Une école pour tous, c'est aussi une école qui accueille toutes les différences. C'est aussi une obligation internationale. La communauté française a ratifié la Convention des droits des personnes handicapées. L'école doit devenir inclusive. Mais le pacte rate le tournant et se contente de ramener 6 000 élèves dans l'enseignement ordinaire à l'horizon 2030. Qu'est-ce qu'on fait des 30 000 autres? On les laisse dans un système ségrégé? On garde l'apartheid pour les enfants handicapés? Allez, comme il y en a 6 000 qui reviennent, je mets orange. Une école inclusive, c'est aussi une école qui donne la priorité à la formation citoyenne. C'est-à-dire qu'elle rend accessible à tous le bagage de connaissances et de compétences nécessaires pour appréhender le monde et pour participer activement à sa transformation vers plus de justice. Le pacte parle de démocratie scolaire, de dynamique participative au sein des classes, de construction du vivre ensemble, de mettre en place dans les classes des conseils de coopération et même de faire participer les élèves au règlement d'ordre intérieur. Mieux, il veut donner un cadre légal aux associations représentatives des élèves. Pour nous, c'est vert. Une école pour tous, c'est une école qui a aussi un tronc commun, polytechnique, de la première maternelle à la fin de la 4e secondaire. Le pacte prévoit bien un tronc commun qui commence à la première maternelle et dure jusqu'à 15 ans. C'est évidemment encore insuffisant. Néanmoins, par rapport à l'école d'aujourd'hui, c'est une très grande avancée. Et donc, nous ne sommes pas entièrement satisfaits, mais nous allons mettre orange. Une école pour tous, c'est donc une école à tronc commun, c'est aussi une école qui régule les inscriptions au début de l'enseignement obligatoire. Il n'y a pas grand-chose dans le pacte, si ce n'est qu'il propose l'évaluation du décret d'inscription et la création d'un indice socio-économique individuel. Le reste est insuffisant, mais il n'est pas question de supprimer le décret d'inscription, et pour cela, on va mettre orange. Une école pour tous, c'est une école qui ne pratique pas le redoublement. On sait que celui-ci est inefficace, qu'il aggrave les difficultés des élèves et qu'il augmente les inégalités sociales. Le pacte a prévu de réduire le redoublement de 50% à l'horizon 2030. Mais devant les remous que cette nouvelle a produits, les ministres ont tout de suite assuré qu'ils n'allaient pas interdire le redoublement. Celui-ci est une véritable maltraitance.
Visiblement, les droits de l'enfant ne sont pas respectés. Nous mettrons rouge. L'école pour tous pratique la pédagogie active. L'enseignement traditionnel que l'on pratique dans nos écoles en général est une des raisons de l'échec scolaire. Il met les élèves en concurrence et sélectionne les plus faibles. Le pacte n'impose pas de méthode pédagogique active. Cependant, elle laisse la liberté aux équipes pédagogiques quant au choix des moyens et méthodes pédagogiques. Autrement dit, celles qui veulent faire une méthode pédagogique active le peuvent. Nous mettrons orange. Une école pour tous pratique l'évaluation formative et la remédiation immédiate. Le pacte prévoit effectivement l'évaluation formative, on mettrait bien vert. Seulement, on a entendu les ministres dire que oui, on pourrait quand même continuer à faire des évaluations sanctions en fin d'année et donc pratiquer le redoublement. Nous nous contenterons donc de mettre orange. La remédiation nous pose un problème. D'abord, elle n'est pas immédiate. Et le système qui est prévu dans le pacte, RCD, remédiation, conciliation, dépassement, nous fait craindre que la remédiation devienne un système de gestion de l'hétérogénéité des classes, c'est-à-dire qu'on recrée tout simplement des filières au sein du tronc commun. Donc pour nous, ce sera rouge. Une école pour tous est une école à taille humaine et à des classes à taille humaine. Pratiquer une pédagogie active dans une école bahut n'a absolument aucun sens. Nous devons revenir à des écoles à taille humaine et des classes à taille humaine. Le pacte ne prévoit rien à ce niveau-là, au contraire. Il prévoit même de favoriser la fusion d'écoles pour rationaliser les activités administratives. Ce sera donc rouge. Une école pour tous, c'est une école qui travaille en concertation avec les parents qui sont nos premiers partenaires. Le pacte a choisi de charger les PMS du soutien aux relations famille-école. Visiblement, les enseignants n'en sont pas capables. Par contre, il y a un renforcement du conseil de participation. Dès lors, nous mettrons orange. J'ai gardé le point polémique pour la fin. Pour nous, construire une école pour tous en communauté française passe inévitablement par la construction d'un réseau unique. L'existence de multiples réseaux scolaires est une caractéristique typique de l'enseignement belge. Elle entretient le jeu du marché scolaire, produit des parcours scolaires incohérents avec des filières concurrentes qui partent dans tous les sens, elle est source de gaspillage alors qu'on manque d'argent, elle empêche un pilotage efficace du système. Enfin, elle n'a plus de sens dans une société qui devient de plus en plus multiculturelle de continuer à diviser les enfants selon les choix philosophiques de leurs parents. Les réseaux sont, de par cette concurrence, les plus grands responsables de l'échec de notre système scolaire. Ils n'ont plus aucune raison d'être aujourd'hui. Il faut créer un réseau unique. Le pacte ne l'envisage pas, nous mettrons rouge. En conclusion, le pacte est important pour nous. Il est important pour les raisons qui ont été données dans l'appel à refondation. Mais il ne va pas assez loin car le casting a été pensé avec une logique éducation, emploi, entreprise qui va à l'encontre d'une école qui forme à la citoyenneté. Le choix est politique. Le rôle du consultant a biaisé tout le travail en partant d'a priori erronés et en voulant transformer l'école et les relations humaines sur le modèle de l'entreprise. Il est temps de dire non à la McKinseyisation de l'école. On n'est pas aux pièces. Après une législature, il y en aura une autre. Il est nécessaire de prendre le temps de proposer une école réellement pour tous, c'est-à-dire élèves, acteurs pédagogiques et familles, mais en ne réunissant que des acteurs qui veulent une école pour tous et non une école qui fasse un pacte avec le diable et qui vise à fournir des travailleurs aux entreprises ou qui défendent leurs précarés. Nous avons les forces en communauté française, dans les universités, les hautes écoles, mais aussi dans l'associatif et dans les syndicats. Ces acteurs, pour nombre d'entre eux, on peut établir ensemble un mémorandum contre l'échec scolaire et un manifeste pour l'intégration des enfants handicapés en 2005, qui fixait les balises de l'école sans échec et de l'école pour tous. Ils ont l'habitude, depuis 14 ans, de se parler et de réfléchir ensemble, notamment au sein de la plateforme de lutte contre l'échec scolaire. Et n'ont jamais eu besoin d'un consultant à l'agenda caché pour faire cela. Le gouvernement aurait dû prendre exemple sur la dynamique qui règne depuis 2003. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire.